Merci Adrien, merci Benjamin. Bon, je vais maintenant vous dire un mot sur les limites de l'étude en elle-même. Adrien en a évidemment évoqué quelques-unes dans sa dernière présentation. On avait quand même, à travers cette étude, la volonté d'essayer de limiter au maximum les biais de cette étude avec ce caractère prospectif. Et je crois que c'est quand même de mémoire la première étude prospective de la SFCR, multicentrique, et c'est quand même à souligner. C'est une organisation qui n'est pas facile à mettre en place. Et donc, c'est déjà une petite victoire. Prospective pour essayer de limiter les perdus de vue, ça n'a pas complètement marché, mais enfin on a essayé. Multicentrique pour essayer de limiter l'effet centre, et puis en excluant les reprises chirurgicales pour essayer d'avoir un groupe le plus homogène possible, pour rendre la comparaison de notre critère principal, c'est-à-dire l'état antérieur, la plus véridique possible, et puis avec des niveaux d'arthrodèse qui soient comparables. Alors, malgré ça, il y a évidemment des biais inévitables. On en a déjà parlé, c'est la durée de suivi. On était forcément contraint, puisque le cahier des charges, c'était 2 ans d'inclusion, 2 ans de suivi minimum, 4 ans. Je vous rappelle que cette table ronde a débuté en 2019 pour cette présentation en 2023. Mais évidemment, il y a des complications qui surviennent au-delà de cette durée de suivi de 2 ans. Les premiers patients qui ont été inclus dans l'étude, donc en 2019-2020, ont continué d'être suivis. 2 exemples. Cette patiente inclue dans le groupe temps postérieur isolé, 70 ans, qui a bénéficié d'une arthrodèse étendue de T3 jusqu'au bassin, a présenté une pseudarthrodèse avec rupture de tige au niveau de L1, L2 à 3,5 ans de recul. Un autre exemple, cette patiente de 60 ans qui a été inclue dans le groupe double temps avec une ALIF première en L5-S1 puis une arthrodèse T12-S1 avec 2 étages de TLIF en L3, L4, L4, L5 qui présente finalement un PGK à 3 ans de recul. D'autres biais évitables, on les a également évoqués tout à l'heure, c'est évidemment la perte de données, les données manquantes. La base de données figée qu'on a réalisée finalement il y a à peine un mois, comprenait 19 520 occurrences. Si on regarde le nombre d'occurrences de données manquantes, on est quasiment à 9 000. Alors c'est un peu moins évidemment parce que il est évident que lorsqu'on met dans la colonne TELIF données manquantes, ça n'en constitue pas réellement une, s'il n'y a pas eu de TELIF. Mais enfin, ça vous donne quand même un peu une idée des difficultés de recueil de données. D'autres biais évitables et qui sont maintenant liés à la technique chirurgicale en elle-même, et ce, malgré les critères d'inclusion prédéfinis qu'on s'était fixés. Effectivement, on peut se demander s'il est réellement possible de comparer des patients qui vont avoir une arthrodèse s'arrêtant au niveau de la charnière thoracolombaire à ceux qui vont avoir une arthrodèse qui va couvrir l'ensemble de la courbure thoracique. Donc l'étendue du montage a probablement une incidence, mais également le type d'ancrage, le nombre de tiges. On a vu des patients qui présentaient des radios avec des montages à 4 tiges, d'autres patients qui avaient des fixations avec des crochets, des liens sous la mer, des vis. Évidemment, probablement que cela a une influence aussi sur notre critère de jugement principal, le taux de reprise. Et puis également la densité des implants, avec cet exemple caricatural de fixation bipolaire mini-invasive qui, pourtant, au même titre que les 2 autres sur la gauche, répondait aux critères d'inclusion de cette étude. Le type d'ancrage encore, et notamment la fixation au bassin qu'on a largement évoqué. Ici, ce sont que des clichés de patients issus de l'étude, et on pouvait retrouver indifféremment des arthrodèses avec des vis en S1 seulement, en S1, S2, avec des vis d'extension iliaque, mais également des vis S2AI, voire des vis iliosacrées. Et puis le temps antérieur en lui-même, ce temps antérieur, on l'a pris comme une entité en soi, mais il peut être extrêmement variable. Il peut être réalisé, vous l'avez vu, soit par voie postérieure, soit par voie antérieure. Et on s'est donc retrouvé dans le groupe temps postérieur avec des patients qui avaient une arthrodèse exclusivement postérieure sans aucune cage intersomatique, et d'autres patients inclus dans le même groupe avec des cages intersomatiques jusqu'à 3 niveaux, L3, L4, L4, L5, L5, S1. Et dans le double temps, une majorité de greffes à l'étage L5, S1, mais d'autres patients inclus dans le même groupe avec 3 étages greffés par voie antérieure, voire des dossiers qui présentaient des corporectomies avec des cages de corporectomie. Alors, finalement, on peut se demander si
au vu de ces différences, il n'y a pas aussi également des biais liés aux critères d'inclusion eux-mêmes. Et on a vu dans la revue de la littérature que certaines études s'étaient attachées à associer aux critères d'inclusion en rapport avec la technique chirurgicale des critères d'inclusion liés aux patients, et notamment cette étude de cohorte appareillée qui avait appareillé les patients selon l'âge, le score ASA, je vous rappelle, le type de déformation et le score clinique, l'ODI. Et effectivement, il y a probablement des questions à se poser sur le type de patient que l'on inclut dans ces études. Si l'on compare ces 3 patients qui sont issus de la série, on peut se demander également si il y a réellement quelque chose de commun à comparer une scoliose lombaire dégénérative d'une femme de 73 ans sans véritable déséquilibre sagittal, petite déformation, à cette grande déformation, ce grand déséquilibre, effondrement du tronc à la fois dans le plan frontal et dans le plan sagittal, c'est cette femme de 82 ans, ou encore cette syphose sur calvitieux majeure au niveau lombaire, c'est ce patient de 43 ans. Cela nous amène à nous interroger très clairement sur l'indication que l'on pose. Et je reprends ici le patient de gauche, cette patiente qui présentait une scoliose lombaire dégénérative, dont je vous rappelle qu'elle a été inclue dans cette étude avec une indication d'arthrodèse prenant au moins la charnière thoracolombaire jusqu'au bassin, comparativement à ce patient qui n'a pas été inclus sur la droite et qui présente une déformation somme toute similaire, chez qui on a réalisé une arthrodèse segmentaire de l'étage L4, L5 uniquement pour traiter un problème radiculaire et qui, à 2 ans de recul, finalement, présente un résultat fonctionnel équivalent à la patiente qui a été inclue dans cette étude avec ces 2 chirurgies, le temps antérieur et le temps postérieur. Autre exemple de cette patiente à gauche inclue dans l'étude qu'on vous présente aujourd'hui, et cette patiente à droite non inclue, qui pourtant avait manifestement une déformation relativement équivalente, à la fois dans le plan frontal et dans le plan sagittal. Sur la patiente de gauche a été réalisé un montage étendu du rachis thoracique supérieur jusqu'au bassin, avec des temps de greffe antérieure qui a été reprise 2 fois, versus l'autre patiente qui n'a pas été inclue de fait puisqu'elle ne répondait pas aux critères d'inclusion, pas de prise au bassin, une seule chirurgie, même résultat à 2 ans de recul. Alors finalement, en synthèse, on a donc ces biais auxquels on s'attendait, le manque de recul, les données manquantes, les biais liés aux techniques chirurgicales. Mais ce que je trouve le plus frappant, c'est cette absence de consensus sur les indications lorsqu'on reprend tous les dossiers. Vous avez ici le tableau des inclusions, à la fin des inclusions dans les différents centres, et vous voyez la disparité qu'il y a en termes de nombre de patients opérés sur une même période. Et cela me laisse penser que les critères d'inclusion ne doivent pas concerner seulement le type de traitement qu'on veut étudier, mais aussi les données patients. Il faut probablement, évidemment, continuer de s'intéresser aux techniques chirurgicales pour essayer de définir quelles sont les plus pertinentes, mais il est, à mon avis, aussi grand temps de s'intéresser à nos indications. Et je pense que le meilleur moyen, c'est de augmenter au maximum le nombre de critères d'inclusion, de critères épidémiologiques, de critères de définition du type de déformation. Et plus on inclura de critères, plus l'analyse sera fine. Seulement, effectivement, ça demande de disposer d'une base de données extrêmement importante. Il faudra probablement avoir recours aux entrepôts de données pour pouvoir faire ces analyses-là. Et sans doute que notre société, la SFCR, a intérêt à s'intéresser à ce type d'études qui intéresse de plus en plus les grands groupes industriels. Et je pense qu'il faudrait que nos sociétés reprennent la main sur ce genre de travail.